Comprendre le rapport des femmes haïtiennes à l'université, c'est regarder les femmes haïtiennes en tant qu'étudiantes, enseignantes, chercheurs, ou du moins c'est regarder aussi la place des études féministes et des études de genre à l'université en général et en Haïti en particulier. On sait que Haïti effectivement peut représenter une particularité par rapport à toutes ces choses-là, mais c'est une particularité dans un contexte général d'invisibilisation des femmes et de leur recherche dans le milieu universitaire. Il y a quand même beaucoup de femmes dans les universités en général, de plus en plus on va dire, mais malgré tout, elles restent moins nombreuses que les hommes et leur recherche est beaucoup moins visible ou visibilisée dans les milieux scientifiques. En Haïti, par exemple, on a déjà une inégalité de départ. Les filles sont plus faiblement scolarisées que les garçons. Elles font face à un plus grand risque d'échec scolaire. Elles ont beaucoup plus d'obstacles à la réussite. Donc du coup, bien entendu, elles sont moins nombreuses à l'université, soit en tant qu'étudiantes ou enseignantes, chercheurs, etc. Et en France, quand on regarde le cas de la France ou d'autres pays, le problème, c'est surtout l'orientation. Parce qu'en France, justement, les filles sont encore plus scolarisées, elles vont plus loin dans leurs études que les garçons. Mais au niveau de l'orientation, elles sont orientées vers les carrières moins valorisées matériellement et symboliquement. De manière générale aussi, l'intelligence au féminin n'a pas beaucoup de valeur. On déconseille même à certaines filles d'être intelligentes. On leur rappelle qu'il faut être belle, il faut être gentille, sage, etc. Mais on ne leur apprend pas que l'intelligence est quelque chose de particulier, de particulièrement bénéfique. Et puis, il y a tout le savoir domestique aussi qu'on leur inculque, qu'on leur impose, mais qu'on ne valorise pas pour elles autant que... on ne valorise pas autant pour elles le savoir scientifique, universitaire, etc. En tout cas, en Haïti, nous savons que les femmes travaillent, elles travaillent depuis longtemps. On les retrouve de plus en plus dans le milieu scientifique et dans le travail valorisé, mais malgré tout, elles sont encore renvoyées plus généralement au savoir domestique. Et de toute façon, même celles qui ont accès au savoir scientifique, elles sont aussi obligées de démontrer leur capacité à être de bonnes femmes, donc à maîtriser certains savoirs, certaines compétences domestiques et familiales. Donc du coup, faire des études longues représente un défi parce qu'il y a justement, comme je l'ai dit, une sorte de pression à la vie familiale, à fonder une famille. On parle d'horloge biologique et ce n'est pas uniquement en Haïti. Il y a Dominique Tanguay au Canada qui a fait une recherche sur les femmes et pourquoi elles avaient beaucoup plus de risques d'être enceintes pendant leur thèse. Donc, comment faire une thèse quand on devient mère au cours de ses études. Donc, finalement, cette question de la maternité, de la parentalité, de la vie familiale en général, est à questionner aussi quand on parle du parcours des filles, surtout pour celles qui veulent faire des études longues et qui veulent aussi intégrer le milieu de la recherche et de l'enseignement. Et puis, bien sûr, pour être valorisée en tant que femme, on est souvent obligé de faire plus que les autres, de faire aussi plus que les hommes. Donc, finalement, le fait de devoir faire plus que les autres, effectivement, ça crée une sorte d'injonction à l'excellence qui est finalement plus importante que pour les hommes. Et bien sûr, c'est une injustice. Bravo quand même, brava à toutes les femmes qui arrivent malgré tout à intégrer le milieu de la recherche. Étudier en Haïti demande justement de faire des recherches. Il faudrait qu'on fasse des recherches sur cet aspect-là. Par exemple, combien de femmes entrent vraiment à l'université, donc toute la question des statistiques genrées, combien ont accès à la formation supérieure, dans quelles conditions elles font leur formation. On parle par exemple en Haïti des préfac, etc., des fêtes d'intégration, et on sait comment ça se passe, comment aussi dans ces cadres-là on peut être l'objet de violences, de chantage, etc. Donc l'accès à la formation pour les femmes haïtiennes, elle doit être questionnée. Dans quelles conditions elles peuvent réussir, dans quelles conditions elles font leurs études et dans quelles conditions elles arrivent à réussir quand même. Comment, j'ai dit tout à l'heure, elles peuvent concilier leur vie familiale et leur vie d'étudiante, sachant que, par exemple, dans les milieux populaires, là où il n'y a pas beaucoup d'argent, par exemple, pour avoir une travailleuse domestique, les femmes, y compris celles qui sont à l'université, doivent s'investir beaucoup plus dans tout le travail domestique. Ça reste une charge de travail qu'elles doivent combiner avec
leur charge de travail en tant qu'étudiante. Donc, ce fait qu'on a étudié en Haïti par rapport à la scolarisation des filles, on devrait aussi le visibiliser dans des recherches sur les études supérieures des femmes de manière générale, surtout quand on considère les quartiers populaires. Et puis, après les études, combien de femmes arrivent à avoir accès à un diplôme? Combien arrivent à soutenir ces fameux mémoires dont on parle? Nous savons qu'en Haïti, c'est toute une problématique au niveau de la licence et tout. Est-ce qu'on fait un mémoire ou pas? Pourquoi et pour qui? Et surtout, combien de femmes vont arriver à en faire un et dans quelles conditions? Et bien sûr, après les études, qu'est-ce qu'on fait? Ok, maintenant en Haïti, on a des programmes de master, de doctorat, laboratoires de recherche, etc. Très bien, ce sont des avancées à renforcer, à améliorer, mais c'est quand même, dans certains cas, des avancées, somme toute, récentes, quoi. Donc bravo pour ce qui est déjà là, mais jusqu'à très récemment, si on voulait, par exemple, aller jusqu'au doctorat, il fallait absolument migrer, il fallait absolument partir à l'étranger. Et jusqu'à présent, selon la filière qu'on veut faire, on est obligé de partir à l'étranger. Donc du coup, parler d'études pour les femmes haïtiennes, parler d'intégration des femmes dans les études supérieures et l'enseignement et la recherche suppose absolument la question de la migration. Est-ce qu'elles ont accès à la migration étudiante? Dans quelles conditions? Les visas, des bourses d'études, financement, etc. Et puis, parfois, il y en a aussi qui doivent compter sur des ressources personnelles. Qui va avoir accès à ces ressources personnelles et familiales pour accéder à la migration internationale? Donc, il y a toutes ces difficultés-là à affronter. Et de toute façon, par exemple, pour avoir une bourse, on doit encore une fois faire face au chantage, le harcèlement sexuel, beaucoup de comportements sexistes, quand même beaucoup de violences qu'on doit affronter quand on est une femme. Vous imaginez, vous arrivez dans le bureau d'un recteur ou vice-recteur, ou je ne sais pas, quelqu'un qui est responsable d'un programme de recherche et qui vous dit d'une institution de recherche et on vous dit, ben voilà, il faut aller le voir pour voir si on peut trouver une bourse, etc. Et la personne vous dit, oh, mais tu es si belle que de toute façon, quand tu arrives à l'étranger, tu auras tous les hommes à tes pieds. Et tu te dis, mais qu'est-ce que ça a à voir avec le fait que je sois là pour demander une bourse, quoi? Qu'est-ce que ma beauté vient faire là-dedans? Donc du coup, c'est comme si on pourrait se demander si c'est unique, si c'est le mérite qui fait qu'on peut avoir accès à ces financements. Ou du moins, disons que en plus du mérite, il faut être méritante, et en plus du mérite, il semble que dans certains cas, il faut négocier autre chose pour avoir accès à un financement. Donc, tout ça, c'est révoltant et malheureusement, finalement, accéder à la migration étudiante devient quelque chose, une sorte d'entreprise à haut risque. Il faut agir sur cette question. Pourquoi faut-il avoir un courage exceptionnel pour oser partir? C'est inacceptable. On doit changer ça. On devrait pouvoir partir pour étudier si on a le besoin ou si on a le désir. Et on n'est pas obligé d'être une super femme pour pouvoir faire des choses comme ça. Ça ne devrait pas être comme ça. Et tout cela, en plus des barrières administratives imposées par les pays d'immigration, des difficultés administratives pour avoir un visa, un titre de séjour. Même si on n'est pas une personne sans papiers, par exemple en France, on n'est pas, les femmes, elles ne deviennent pas sans papiers en France, si elles partent avec un visa étudiant, elles peuvent le transformer après en titre de séjour, etc., à renouveler tous les ans. Mais malgré tout, ça reste des démarches administratives qui supposent beaucoup d'investissement. Et puis, bien sûr, les conditions d'installation. Est-ce qu'on va avoir accès à un logement? Et bien sûr, si on n'a pas accès au logement, encore une fois, on est à la merci des personnes qui peuvent profiter de nous. Et puis, même si on a une bourse, est-ce qu'on va passer complètement à côté du monde du travail? Certains n'ont pas de bourse du tout, vont forcément devoir travailler. D'autres ont une bourse, mais un peu insuffisante. Et donc, à ce moment-là, elles seront obligées de travailler quand même. Et dans quel domaine? Bien sûr, elles seront déclassées vers le travail domestique de manière générale. Donc, quand je fais ma thèse sur la migration des femmes et leur déclassement dans le service domestique en France, il faut aussi regarder le cas de toutes ces étudiantes haïtiennes qui deviennent babysitters indépendamment de leur parcours professionnel en Haïti. Je n'ai pas fait ma thèse sur elles, mais j'en ai rencontré quand même qui faisaient ce type de travail-là.
Bien sûr, effectivement, à l'étranger, finalement, pendant longtemps, les femmes qui étudiaient, par exemple, en France, représentaient une minorité statistique dans l'univers des personnes d'origine haïtienne qui étudiaient en France. Et du coup, qui dit minorité statistique, dit aussi isolement. Donc, même si on était une super étudiante féministe en Haïti, que devient une féministe sans ses copines, quoi? Quand on est la seule femme haïtienne dans tel domaine ou dans tel autre domaine où il y a plein d'autres hommes haïtiens, là encore, on est vulnérable, quoi. Et pour certains, on n'a que des chairs à prendre, quoi. Donc du coup, tout cela favorise la vulnérabilité, rend effectivement les femmes haïtiennes vulnérables à beaucoup de types de violences, le fait d'être en minorité statistique au niveau des études. Et si en plus elles ont des problèmes de logement, elles ont des difficultés économiques et plein d'autres problèmes administratifs ou autres, elles seront encore plus vulnérables, encore plus fragiles. Et donc elles vont subir des violences institutionnelles de manière générale et aussi des violences faites par des hommes. Bien sûr, l'idée n'est pas de pointer du doigt en particulier les auteurs de violences d'origine haïtienne. Nous n'allons pas jusqu'à dire qu'ils sont plus violents que les autres, ou du moins ceux qui sont plus défavorables aux femmes que les autres. Ce serait raciste de penser que les hommes haïtiens sont plus sexistes que les hommes français. On ne va pas rentrer dans des détails comme ça. Mais c'est important quand même de souligner leur manière de se comporter avec les femmes et de souligner aussi le fait que finalement, beaucoup de femmes sont victimes de leur comportement sexiste envers leurs compatriotes. Donc, si finalement, partir pour étudier à l'étranger dans des ambiances comme ça peut être vraiment très cher à payer. Le prix à payer pour tout ça, ça peut être assez cher. Partir, c'est mourir un peu, comme dit la chanson, mais quand même, on aurait pu faire les choses autrement si le système était différent. Et bien sûr, dans le domaine de la recherche en tant que tel, quand on est une femme haïtienne, par exemple, qui étudie à l'étranger, la grande question, c'est comment se faire accepter dans le milieu étudiant en général. Comment on va faire accepter son objet d'étude, par exemple. Selon qu'on travaille sur Haïti ou sur le pays d'immigration, ça va être encore un problème de faire accepter son objet d'étude. Fatou Sossar, en 2009, quand il y avait donc c'était quoi? C'était une conférence d'ouverture de l'école doctorale romande en études de genre à Genève. Et là, elle avait expliqué comment finalement c'était très injuste le fait que, par exemple, une femme migrante, donc, ne pouvait pas être reconnue dans le travail qu'elle faisait sur le pays d'accueil. Par exemple, on est sénégalaise, on travaille en Suisse. Déjà, si on travaille sur le Sénégal, ça pose problème parce que bon, il faut trouver les ressources, il faut trouver les personnes qui veulent diriger le travail, etc. Mais si on travaille sur la Suisse, ça pose encore un problème parce qu'on n'est pas considéré comme une personne qui peut développer une sorte d'expertise sur un pays entre guillemets qu'elle ne connaît pas. C'est comme si finalement quelqu'un partait en Haïti, une Française elle part en Haïti, 2 semaines plus tard, elle écrit un article sur Haïti, elle devient, on va dire, spécialiste entre guillemets d'Haïti, avec son article, etc. Mais moi, en tant qu'étudiante, je vais passer 1 an en France de haut toit, et quand j'écrivais sur la France, tout le monde va penser que de toute façon, tu ne sais pas de quoi tu parles, tu ne connais pas très bien le pays. Donc du coup, ne serait-ce que le choix de l'objet d'étude, ça pose quand même pas mal de questions, et c'est vrai qu'il faudra apprendre à faire avec pas mal d'obstacles. Et puis comment on fait pour défendre certains points de vue, le point de vue minoritaire par exemple, certaines postures théoriques, méthodologiques, épistémologiques. Pourquoi je choisis de discuter avec les personnes au lieu de passer un questionnaire? Pourquoi je choisis de faire telle chose et pas telle autre chose? Pourquoi je choisis l'anonymat et pas telle autre, et pas filmer les personnes, etc. Plein de postures comme ça, dépendamment du choix du domaine et voilà, de la personne qui va diriger son travail. Il faudra négocier tout ça. Et ça peut être un vrai combat. Ce combat-là a été analysé dans les études féministes, par exemple par Nicole Mathieu, Colette Guillaume, beaucoup d'autres femmes quand même qui ont travaillé sur précisément le point de vue situé, etc.
Patricia Hill Collins qui a travaillé aussi sur la situation particulière des femmes noires aux États-Unis, etc., des femmes afrodescendantes, etc., la Combahee River Collective, etc. Il y a quand même pas mal de recherches qui ont été menées pour montrer comment finalement, quand on est minoritaire, rentrer dans le monde de la recherche, ce n'est pas donné, et pourquoi ça va être toujours un combat pour faire comprendre la colère des opprimés, comme le dit Guillaume, pour imposer ce type de point de vue-là que souvent on va porter en tant que femme haïtienne quand on sera dans une université étrangère. Ça ne veut pas dire qu'on va forcément la porter, mais il y a des choses que notre parcours va nous porter à questionner, pas naturellement, mais souvent, quoi. Et ça, ce n'est pas toujours entendable, ce n'est pas toujours défendable. La question de la légitimité, hein, est-ce qu'on va être considéré comme des personnes légitimes? Puisqu'on est femme, on est noir, on vient d'un petit pays, on n'a pas forcément beaucoup d'argent, etc. Comment on fait pour avoir la voix au chapitre dans ces milieux-là? Les subalternes, est-ce qu'elles peuvent parler? Ça, c'est Spivak quand même qui a fait des recherches sur la question. Et surtout, est-ce que la science peut ou veut les écouter? Donc, sur le terrain, par exemple, quand je vais questionner une femme haïtienne ou autre, comment est-ce qu'elle va me prendre? Pour qui elle va me prendre? Est-ce que je vais être considérée comme une chercheuse à ses yeux? Et tout ça, ça n'a pas, ça a des impacts sur effectivement la relation de recherche, mais aussi sur le savoir qui sera produit dans cette relation de recherche. Donc, même le contenu de la recherche va être impacté par ma légitimité ou pas sur le terrain. Heureusement quand même qu'on trouve des personnes qui nous font confiance, des personnes qui acceptent de diriger nos recherches, des personnes qui acceptent de faire des pas avec nous, de faire aussi des erreurs avec nous, de les assumer, des personnes qui acceptent de nous soutenir, et on les remercie, des institutions aussi qui acceptent de soutenir ces femmes. En tout cas, dans mon cas, par exemple, j'avais d'abord une bonne maman qui m'a donné l'exemple d'une femme qui peut réussir, qui peut faire de grandes choses, et l'exemple aussi d'une femme dans laquelle la famille avait investi, et elle, c'était plutôt la migration interne du rural vers l'urbain. Et là aussi, il y a beaucoup de questions que je pose là. Ça peut se poser aussi pour ces jeunes filles, par exemple, qui sont obligées de laisser le bout pour aller en ville, parce que, par exemple, il n'y a pas telle classe. L'école du village s'arrête au CM1, donc si tu veux continuer, tu dois aller en ville. Et quand elles arrivent en ville, justement, ce n'est pas si facile que ça. Ma mère a pu faire beaucoup d'efforts pour continuer ses études, pour aller là où elle pouvait, jusqu'où elle pouvait arriver, malgré tout ça. Et j'avais aussi un bon père, un père qui croyait en moi, qui ne me voyait pas uniquement comme une fille, qui ne me voyait pas du tout comme une fille, qui voyait en moi un enfant avec des potentiels qu'il pouvait vraiment consolider, Donc du coup, oui, je suis le produit d'une très bonne famille. Et donc du coup, oui, les institutions, les personnes de manière générale, les familles peuvent effectivement soutenir le parcours des femmes dans les études de manière générale et même vers l'enseignement supérieur. Et après, que l'on reste en Haïti, que l'on revienne en Haïti, qu'on reste à l'étranger, etc., la question se pose pareil. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on reste dans le monde de la recherche ou on va plutôt dans le monde de l'intervention sociale, etc. Combien de femmes haïtiennes on va plutôt trouver après de longues études dans des ONG, dans des organisations internationales? Combien aussi vont se trouver sans emploi, ou du moins vont être sous-employées parce que finalement elles vont faire un travail qui ne correspond pas forcément à leurs compétences? Combien aussi travaillent dans les organisations de femmes, les organisations féministes renforcent ces organisations-là? Quelles sont les conditions de travail de ces femmes-là? À quel niveau elles arrivent à utiliser les connaissances apprises? Il y a beaucoup de no-use dans ça quand même. Souvent, la connaissance, elle est à la fois sous-évaluée et sous-utilisée dans le travail. Combien aussi vont avoir les moyens de systématiser leur expérience sur le terrain? Parce que travailler dans l'intervention, c'est pas mal, au contraire, ça peut être très intéressant, mais est-ce qu'on arrive par exemple à systématiser ces expériences-là, à faire des recherches sur ces expériences de travail?
Et tout ça, c'est des questions que je pose, mais plus des incitations. Il ne faut pas que ce soit non plus une injonction. Débrouillez-vous. Si vous êtes docteur, par exemple, vous travaillez dans cette institution, il faut pouvoir travailler dessus, faire des analyses, etc. Il ne faut pas que ce soit une pression. Il faut que les femmes arrivent à faire ces choses-là, mais pas qu'elles soient forcées à les faire. Parce que bon, travailler, c'est d'abord pour pouvoir gagner sa vie aussi. Hein. Bon, d'accord. Et puis, il y en a qui arrivent aussi à intégrer le monde universitaire, soit dans la recherche ou dans l'enseignement, ou les deux. Combien sont recrutées en Haïti? Et à l'étranger, combien de femmes haïtiennes arrivent à être recrutées dans cet univers hyper fermé hein, des études supérieures dans beaucoup de pays? Quelles sont les conditions de travail en Haïti ou à l'étranger? La rémunération, le temps de travail, on a parlé de conciliation, hein, la vie de couple, la parentalité, et pourquoi aussi on va trouver, par exemple, certaines qui travaillent dans ce milieu-là, en Haïti par exemple, vont être à la fois investies au travail, dans la famille, dans la vie associative, dans la vie culturelle, etc. Et finalement, elles deviennent comme des super nanas hein, qui doivent tout faire et elles s'épuisent, malheureusement, elles s'épuisent. Qu'est-ce qu'elles font comme tâche? Quel est leur rapport au travail? Est-ce que leur travail est valorisé matériellement, symboliquement? Quelles sont les relations de travail qui leur sont offertes? Quelles sont leurs émotions dans ce type de travail? Est-ce qu'elles arrivent à se réaliser dans leur travail ou bien, bon, quels sont les rapports sociaux qui déterminent ce travail hein? Le genre, la classe et même des rapports de race, particulièrement pour celles qui doivent travailler à l'étranger. Même aussi pour celles qui sont en Haïti, hein, bon, les rapports nord-sud, etc. Il y a beaucoup de rapports sociaux et qui vont impacter la vie de ces femmes-là selon qu'elles travailleront en Haïti ou à l'étranger. Quel plan de carrière? On travaille pour faire quoi après, pour aller jusqu'où dans son travail? Est-ce qu'elles arrivent à produire? Est-ce qu'elles arrivent à visibiliser leurs recherches, à diffuser leurs recherches, la vulgarisation, etc. Combien arrivent à publier? Puisque la publication, vous savez que c'est au centre de tout maintenant, quand on parle de recherche et d'enseignement. Est-ce qu'elles arrivent vraiment à participer à des organisations, à l'organisation d'activités scientifiques? En Haïti, on sait que, je ne sais pas hein, s'il y en a beaucoup plus maintenant, mais bon, on pourrait en avoir plus et les femmes pourraient être encore plus impliquées dans ces domaines-là. Pas uniquement pour faire le café, hein, pas uniquement pour ranger les chaises. On a plein de questions à se poser, des pistes de réflexion pour l'amélioration. Et vraiment, il faut vraiment qu'on réfléchisse à toutes ces choses-là. Je ne vais pas conclure, hein. J'aurais beaucoup trop de choses à dire et en même temps, surtout, trop de questions à poser, hein, soit sur la vie des femmes haïtiennes en Haïti ou à l'étranger, dans l'université ou du moins, soit comme étudiante, comme personnel de la recherche et de l'enseignement, du moins dans l'intervention hein, sociale comme il y en a pas mal en Haïti. C'est quoi l'accès à la formation pour ces personnes-là? C'est quoi leur parcours? C'est quoi les conditions de réussite pour elles? Quels sont les débouchés après? Et toujours, dans quelles conditions tout cela se passe? Pour quels résultats? Elles doivent faire face à quels obstacles? Et c'est là que j'ai insisté sur la question de la violence, parce que ce n'est pas forcément à ça qu'on va penser en premier quand on regarde le parcours des femmes haïtiennes ou le rapport des femmes à l'université, mais elle existe. Et c'est un prix cher à payer et il faut visibiliser ça. Et je suis très bien placée pour en parler, hein, cette question de violence que les femmes doivent affronter pour avancer plus loin. La migration aussi, puisque comme j'ai dit, hein, souvent quand on veut aller encore plus loin, on est obligé de partir. Partir, toujours les mêmes questions. Partir ou rester en Haïti? Rester à l'étranger ou revenir en Haïti? Et souvent, on pense que les femmes ont le choix. C'est très bien de parler de cette question de choix. Parce que dans beaucoup de pays, par exemple, les femmes qui ont le mérite, effectivement, elles ont accès à des bourses, mais avec l'obligation de revenir dans leur pays. Bien sûr que c'est pour l'intérêt des pays du Sud. Hein. Bon, voilà, elles ne peuvent pas dépenser comme ça pour des gens qui, après, ne reviennent pas travailler pour le pays. Mais, et les intérêts de ces femmes-là, avec les bifurcations, les événements biographiques, on a parlé d'études longues pour des femmes et de la vie, de l'horloge biologique ou de toute autre chose, comme on le dit effectivement, ben,
Comment on peut décider à 20 ans de vendre tout le reste de sa vie à des personnes, effectivement, finalement, ces femmes-là ne sont pas libres, quoi. Elles ne sont pas libres. Il y a toujours une catégorie de femmes qui est obligée de se vendre, soit à des hommes, alors qu'elles ne demandent rien, ou du moins à l'État, qui, soi-disant pour pouvoir les aider, achètent leur liberté. Bon, aujourd'hui, la question se pose aussi, dans quelles conditions on va pouvoir être libre d'accéder au savoir, libre d'en faire ce qu'on veut aussi après, et comment on peut faire pour que effectivement tout cela soit bénéfique à la fois pour soi et pour notre pays. Merci.